On a voulu aller voir justement à quoi ressemblait la vie d'une électrosensible, une EHS comme on les appelle. Les champs électriques et magnétiques sont intimement liés. Ils sont les deux facettes d'un seul et même objet, le champ électromagnétique. La grande majorité de ces rayonnements nous est invisible. Le niveau de dangerosité, c'est 0,6 volts par mètre, pour un effet à long terme. Petit à petit, les champs électriques et magnétiques vont s'influencer et varier l'un après l'autre, perturbation après perturbation. Les problèmes sur le cerveau des enfants, en tout cas, elles ont un impact. Elles évoluent dans l'espace et réagissent avec la matière. Les enfants sont les plus fragiles. Elles s'ajoutent les unes avec les autres. En particulier, si on superpose deux bosses, on va obtenir une bosse 2 fois plus grande. Ligne à haute tension, radio AM, radio FM, télévision, ordinateur, téléphone sans fil, tour de télécommunication, cellulaire, Wi-Fi. Les sources d'exposition aux champs électromagnétiques se multiplient de plus en plus. On appelle ce principe de superposition des ondes les interférences. Contrairement à celui d'un adulte, le corps de l'enfant est moins étanche aux ondes. Son crâne et sa peau sont plus fins, et donc son cerveau est plus fragile. Ils n'ont pas fini les enfants, ils sont en pleine construction de leur système immunitaire. Difficulté de concentration, d'apprentissage et de mémorisation. Je vous le répète, il y a des risques, comme ils nous l'ont dit, de gliome, c'est-à-dire des tumeurs au cerveau, de leucémie et de lymphome. D'accord. C'est ce phénomène qu'on appelle une onde électromagnétique. Il y a deux grandes choses, ce sont à la fois les basses fréquences qui dépendent du réseau électrique qui nous alimente en énergie avec les appareils, l'éclairage, le chauffage, et puis il y a tout ce qui touche aux hautes fréquences, aux nouvelles technologies de l'information avec les antennes relais, la téléphonie, le Wi-Fi. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont étudié un grand nombre de pathologies. Alors il y a des choses graves comme les cancers et puis aussi beaucoup de troubles plus légers mais parasitants au quotidien. Des maux de tête, des insomnies, irritabilité. Mais potentiellement on est tous affectés, au moins un peu agressés dans notre organisme et notre bien-être. C'est toujours un combat d'expliquer ma situation aux gens. Ils pensent que vous êtes folle? Oui. Pas tous. Mon médecin me croit, mais il ne peut pas m'aider. Il n'y a pas de médicaments. J'ai été très affaiblie durant l'année 2013 en développant des symptômes de fatigue chronique, des troubles du sommeil, des pertes d'équilibre de plus en plus présentes, à tel point que je me suis retrouvée aux urgences. Et d'ailleurs, on soupçonnait le développement d'une maladie auto-immune. Marie-Noëlle prend alors quelques semaines de vacances dans une zone blanche, loin des ondes. Son état de santé s'améliore. Mais de retour en région parisienne, ses symptômes reviennent. Elle comprend alors que c'est son environnement qui la rend malade, et plus précisément, les ondes électromagnétiques. C'est essentiellement la Wi-Fi qui me déclenche des symptômes. Quand je suis dans un lieu hyper exposé, je ressens des fourmillements autour des lèvres, un engourdissement de la langue, un épuisement qui s'installe. Et puis je sais que dans les minutes, les heures ou même les heures qui vont suivre, je vais de nouveau avoir des troubles de l'équilibre assez importants. Depuis l'installation d'antennes relais dans mon quartier il y a plus de 10 ans, les premières insomnies se mettaient déjà en place, les migraines constantes, puis après toute la panoplie avec le Wi-Fi qui se rajoute rapidement par la suite. Le Wi-Fi, ça m'a provoqué des saignements de nez au tout départ, après une sensation de l'enfoncement de la cage thoracique, une douleur au cœur, de l'eczéma qui apparaît et qui repart sur mon visage. Ces symptômes se transforment en véritable handicap à gérer dans son activité professionnelle. Ça me brûlait la tête. J'avais comme des picotements dans le crâne, ou parfois j'avais comme la sensation d'avoir la tête prise dans un étau comme ça. Parfois même dans des situations où j'avais vraiment très mal, où c'était extrêmement douloureux, j'avais comme une raideur dans la nuque et aussi dans le dos comme des espèces d'éclairs. Coup de hache dans la tête, une moitié, mais j'aurais pu dessiner les hémisphères cérébraux, quelque chose de terrible. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis dans un état d'énervement, ça rend très irritable. Je sens très bien une moindre capacité de me concentrer, de relier les éléments entre eux, c'est très subtil. Ça a été vraiment affreux pour moi parce que j'avais des maux de tête affreux, j'avais une sorte d'oppression au niveau du cœur, j'arrivais plus à parler. J'arrivais plus à trouver mes mots, même pour me tenir en équilibre sur mes deux jambes, c'était dur. Donc là, je me suis dit, il y a un problème, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc ça crispe les deux grands muscles dorsaux jusqu'à m'envoyer coucher, par exemple. Et ça se passait comme ça, une fois de temps en temps. Puis après, tous les jours.
puis après plusieurs fois dans la journée. En fait, ça a été vraiment progressif, mais très vite, très invalidant, puisque ça affectait la parole, ça affectait le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir marcher. Je dormais plus du tout, je dormais plus. J'étais fatiguée, mais à un point pas possible, j'étais épuisée, mais je pouvais plus, je dormais plus. Je passais mes nuits les yeux ouverts et j'attendais que ça passe. Ce qui est arrivé au fur et à mesure, c'est que j'ai commencé à avoir pas mal de nausées. J'ai constaté aussi des problèmes de mémoire, des problèmes cognitifs, des bourdonnements d'oreilles et surtout en fait ce qu'on appelle des acouphènes principalement. Ça c'est vraiment ce qui est ressorti le plus et ça devenait insupportable. Je restais quelques minutes au téléphone, quand je raccrochais j'avais l'impression d'avoir le cerveau mais complètement en vrac et au bout d'une heure, il mettait 1 heure à se remettre. Et puis aussi quand j'allais dans un endroit, alors au départ c'était le téléphone et après je l'ai senti avec le wifi aussi. Quand j'allais dans un endroit où le wifi était connecté, des fois j'avais l'impression d'avoir une espèce de grosse barre comme ça qui me traversait de là comme ça jusqu'ici. Enfin c'était vraiment ça devenait compliqué parce que j'arrivais plus du tout à me servir du téléphone portable. C'est une manière en fait, on se coupe aussi socialement. Puisque aujourd'hui c'est difficile de faire sans, et puis aller dans des endroits où il y a plein d'ondes, c'est pas évident non plus. On a au jour d'aujourd'hui des personnes électrosensibles qui vivent dans des caves, des grottes, des appartements blindés, qui vivent dans des caravanes, dans des bouts du monde. Et comment on peut expliquer que ces ondes qu'on ne voit pas d'ailleurs peuvent agir sur notre santé? Alors nous les humains on est des êtres qui fonctionnent sur l'électricité. C'est-à-dire moi j'ai fait une classe de terminale D et j'ai fait le test de la grenouille, c'est-à-dire qu'on disséquait une grenouille, on mettait son muscle tendu entre 2 électrodes et quand on mettait le courant entre ces 2 électrodes, eh bien, le muscle se contractait tout d'un coup. Donc ça montre que le muscle se contracte grâce à des impulsions électriques. Pour le cerveau, c'est la même chose. Le cerveau fonctionne aussi sur des impulsions électriques. Donc, comme on est des personnes qui fonctionnent sur l'électrique, si on ajoute des champs électromagnétiques, ça vient perturber le fonctionnement naturel électrique de notre corps. Selon un rapport de 2009 sur la santé de l'environnement, 300 000 personnes souffriraient d'électrosensibilité en Suède. Depuis 1995, le pays reconnaît l'électrosensibilité comme un handicap, mais ce n'est pas encore officiellement une maladie. Les électrosensibles ont désormais les mêmes droits que tous les autres handicapés. Leurs besoins spécifiques sont pris en compte selon les dispositions légales. Par exemple, leur maison ou leur lieu de travail doivent être protégés des ondes. Les critiques estiment que ces mesures ne vont pas assez loin, et de plus en plus de gens se battent aujourd'hui pour que l'électrosensibilité soit reconnue comme une maladie à part entière en Suède. En Grande-Bretagne, la clinique Breakspear est la première en Europe à offrir une aide médicale aux électrosensibles. Créée dans les années 80, elle traite plus de 30 patients par an venus de toute l'Europe, un chiffre en constante augmentation. La clinique soigne l'électrosensibilité par des traitements chimiques de l'hypersensibilité et même si elle n'a pas encore de médicaments spécifiques, elle apprend aux patients à vivre en réduisant leur exposition aux ondes électromagnétiques. Parce que beaucoup d'entre nous sommes sensibles aux 50 Hz, c'est-à-dire que nous vivons sans électricité, nous vivons sans aucun appareil électrique.